Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. À Gaza, le bilan des victimes palestiniennes s'élève aujourd'hui à plus de 22 000 morts. Un bilan qui s'alourdit chaque jour un peu plus. Hier, dans la banlieue sud de Beyrouth, le numéro 2 du Hamas, Salah al-Aruri, a été tué dans une frappe de drone attribuée à Israël. Israël qui n'a toujours pas revendiqué l'attaque. Le Hezbollah a prévenu que l'assassinat de Salah al-Aruri ne restera pas sans riposte ou impuni. De son côté, Israël se dit prêt à tout scénario, ravivant les craintes d'un embrasement régional. Autre guerre qui n'a que trop duré, la guerre russo-ukrainienne. Moscou qui intensifie ses frappes face à une Ukraine dont le sort semble suspendu aux aides qui tardent à venir. 2024, quelles évolutions géopolitiques peut-on encore espérer une solution diplomatique, que ce soit à Gaza ou en Ukraine? C'est ce dont nous allons discuter ce soir avec nos invités. Notre invité ici présent, Monsieur Abdelhamid Ben Khattab, vous êtes professeur de relations internationales et sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Vous êtes également président de l'association marocaine de sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Avec nous également, Monsieur Mohamed Badien Yatioui, vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de défense de Abu Dhabi. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Un plaisir de vous avoir avec nous. Avec nous également, Monsieur Moustapha Toussa, vous êtes éditorialiste et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Donc, une frappe de drone israélien a tué hier le numéro 2 du Hamas et 6 autres cadres du mouvement. La frappe donc a eu lieu en périphérie sud de Beyrouth. Un nouveau tournant dans la guerre, Monsieur Ben Khattab? Non, je ne crois pas qu'il y aura un nouveau tournant dans la guerre. D'ailleurs, l'Israël a l'habitude, d'accord, d'assassiner les membres les plus actifs du mouvement de Hamas, mais aussi d'autres mouvements qu'elle juge radicaux. Donc, c'est une tradition du service de renseignement israélien. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait normal et ça ne va pas changer grand-chose dans la guerre qui se déroule actuellement à Gaza. Pour vous, ça ne change rien donc? Non, ça ne change absolument rien. Hormis les menaces d'Iran, nous savons très bien que l'Iran a menacé depuis longtemps qu'il allait éradiquer Israël. Ça n'a pas marché. Donc il n'y a pas d'éradication d'Israël. Israël est toujours là. Hezbollah, la même chose. Donc les menaces émanant de Hezbollah et de l'Iran sont des menaces à prendre, je dirais, avec beaucoup de prudence. Des menaces donc à prendre avec beaucoup de prudence. Monsieur Mohamed Badien Yatioui, le risque d'embrasement régional est-il plus fort que jamais aujourd'hui? Le risque existe avec ce qui s'est passé hier. On peut s'attendre à ce que le Hezbollah attaque avec notamment des roquettes le nord d'Israël. On aura des discours, comme l'a très bien dit mon collègue, un discours iranien qui est connu et qui est convenu dans ce genre de situation. Mais Israël a décidé de frapper fort et a fait le choix très clair de taper là où ça fait mal et là où sont les gens du Hamas, où qu'ils soient. Et frapper à Beyrouth, pour eux, ça reste quand même assez simple, vu la situation sécuritaire au Liban et leur connaissance, on va dire, du terrain. Donc, on n'est pas dans une nouvelle étape. Je pense qu'on est dans le prolongement de ce qui a commencé juste après le 7 octobre. Et le gouvernement Netanyahou, avec ses alliés d'extrême droite, ont besoin finalement que le conflit dure le plus longtemps possible, aussi pour éviter de rendre des comptes et aussi pour s'éviter tout un tas de problèmes qui sont liés à la situation personnelle de Benjamin Netanyahou. Donc, on est face au prolongement de ce qui a été commencé. Le problème va plus résider dans la capacité ou pas du Hamas à se relever de ce genre d'attaque et à se réorganiser afin de maintenir, si vous voulez, la confrontation à Gaza. Ben, le Hamas qui a justement assuré qu'il ne sera jamais vaincu, Monsieur Toussa. Un peu en désaccord avec cette vision un peu rassurée et rassurante des deux invités qui viennent d'intervenir. Non, ce qui s'est passé hier est un tournant majeur qui peut avoir des conséquences très très graves sur la sécurité et la stabilité dans la région. C'est vrai que le Hezbollah a
énormément menacé dans le passé, mais il n'est jamais passé à l'acte. C'est vrai aussi que l'Iran a utilisé des proxies dans la région et qu'il s'est contenté jusqu'à présent d'exhiber des muscles sans jamais avoir à les utiliser. Mais il faut revenir et lire le contexte politique, sécuritaire, militaire dans lequel cette attaque chirurgicale israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth a eu lieu et le message politique que cela implique. Alors, évidemment, la démarche de Benjamin Netanyahou, du gouvernement israélien, de l'armée israélienne, est d'essayer de provoquer l'Iran et de l'entraîner dans une guerre régionale. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que effectivement, Benjamin Netanyahou a tout à fait un intérêt stratégique et personnel à ce que la guerre dure, à ce qu'il y ait une déflagration régionale, parce que, ça le maintiendrait au pouvoir de manière beaucoup plus longue. Deux, ça ferait reculer l'échéance où il doit rendre des comptes aux Israéliens et éventuellement revenir et aller à la case prison. Ça c'est clair. Mais ce à quoi il faut s'attendre, c'est que c'est un défi majeur pour le Hezbollah et pour l'Iran, et c'est un défi à leur crédibilité. Ils ont une notoriété à faire respecter pour leur bassin auditoire et pour leurs militants. Est-ce qu'ils vont rester les bras croisés face à cette provocation éminemment importante? Moi, je ne le crois pas. Et donc, on est dans un engrenage où les choses peuvent aller de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus grave qu'on ne peut le dire que c'est du classique, c'est du déjà vu, c'est du traditionnel. Non, c'est un tournant qui peut avoir des conséquences majeures. Un tournant donc qui peut avoir des conséquences majeures. Vous avez parlé de la crédibilité du Hezbollah, le Hezbollah qui a prévenu que l'assassinat donc de ce numéro 2 ne restera pas impuni, Monsieur Ben Khattab. Et en fait, il y a deux options en soi, donc une riposte qui peut ne pas être très musclée ou une riposte trop musclée à ce moment-là. Est-ce que c'est une situation délicate aujourd'hui pour le Hezbollah ? Oui, c'est une situation délicate, absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on a déjà vu cela avec l'assassinat de Soleimani. Qu'est-ce qu'a fait Hezbollah? Rien. Et il nous a promis de faire beaucoup de choses. Et finalement, ce n'était que des promesses non tenues. En fin de compte, je dirais de promesses non tenues, mais c'est plutôt des propos de propagande, en fin de compte, que Hezbollah est capable d'agir, est capable de frapper là où ça fait mal à Israël. Le problème, Téhéran qui aurait dû normalement réagir. Comment ? C'est Téhéran qui aurait dû réagir à ce moment-là. Oui, absolument. Mais ni Téhéran ni Hezbollah n'ont véritablement réagi. Tout ce qu'ils ont fait, Hezbollah, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est envoyer une centaine de roquettes à Israël, rien de plus. Et finalement, Iran, d'ailleurs, notre collègue, il a raison de dire que, effectivement, la grande menace pour Israël, c'est l'Iran. Et Israël a tout fait pour, je dirais, faire entrer l'Iran dans une guerre totale. Pourquoi ? Parce que l'Iran, c'est une puissance nucléaire en devenir et Israël a peur de cette puissance et elle a tout fait pour impliquer les États-Unis d'Amérique, pour impliquer d'autres États, frapper justement l'Iran. Et l'Iran s'est abstenu jusqu'à maintenant de réagir. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'à un moment donné, c'est sa fin, qu'il est en train de jouer avec ce bras de fer avec Israël et avec les États-Unis d'Amérique et avec l'Occident tout entier. Finalement, nous savons très bien qu'il y a un rapport de force très, très délicat, mais qui est scrupuleusement respecté dans la région. Et ni l'Iran, ni le Hezbollah ne peuvent briser cet état de choses, cet équilibre de la terreur qui existe dans la région. Tant que l'Iran n'a pas réagi, les choses sont, je dirais, contenues dans un niveau moyen. C'est-à-dire nous sommes devant une guerre avec une intensité moyenne, ce n'est pas une intensité très très haute, et finalement on peut maintenir la situation tranquille. Mais au moment même où l'Iran va intervenir dans la guerre, là on entrera tout simplement dans une guerre à intensité
très haute et je crois que dans ce cas-là, on assistera peut-être à un changement de paradigme au Proche-Orient. Mais je ne crois pas que les Iraniens sont dupes. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont des pragmatiques, les Iraniens. Ce ne sont pas des gens qui s'amusent à lancer des roquettes dans tous les sens. Et finalement, Israël sait très bien qu'il est devant une guerre asymétrique où il est la plus forte. Elle est la partie la plus forte. Et il sait très bien que dans ce genre de situation, ce genre de guerre, les guerres ne sont pas, je dirais, éclaires. Il n'y a pas de guerre éclair dans une situation asymétrique. Il y a une guerre de longue haleine. Et les Israéliens sont prêts, surtout avec l'aide de l'Occident. On voit très bien que l'Occident s'est barricadé totalement avec Israël, ce moment-là. Et Israël a les moyens de prolonger cette guerre jusqu'à décapiter le mouvement Hamas, et je le dis, et je le répète, et c'est sa stratégie justement, c'est de décapiter le mouvement Hamas, de le désorganiser et de faire en sorte à ce qu'il ne soit plus capable de mobiliser ses ressources. Et en même temps, à dire aux Iraniens qu'à chaque fois qu'ils sortiront de leur zone de confort actuelle, ils entreront dans une situation où Israël sera la partie gagnante, tout simplement. Israël, donc, qui sera toujours le parti gagnant. Monsieur Mohamed Badine Liatioui, le numéro 2 du Hamas a permis le rapprochement donc, entre le Hamas, le Hezbollah et également avec l'Iran. Israël qui n'a pas revendiqué l'attaque. Mais pourquoi Israël a pris un tel risque? Est-ce qu'on s'attend à finalement une réaction directe de l'Iran? Alors, il y a plusieurs questions. La première, pourquoi est-ce qu'ils ont pris un tel risque? La brigade Al-Qassam, qui est la branche militaire du Hamas, a toujours eu comme entraînement Beyrouth, le sud de Beyrouth. Donc, c'était un endroit qui était évident pour les services de renseignement israéliens, même s'ils ne l'ont pas revendiqué. On peut quand même se douter de l'implication des Israéliens derrière cette attaque. L'autre élément qui est important, c'est que les Iraniens, comme l'a très bien dit le professeur, nous avons là des gens qui sont très pragmatiques. Avant d'attaquer Israël, ils pèseront le pour et le contre et ils verront comment attaquer Israël, directement, indirectement, ou bien des intérêts occidentaux. On voit ce qui se passe en mer Rouge, on voit ce qui se passe au large du Yémen, on voit que les Houthis, une autre milice soutenue par le régime iranien, a un pouvoir de nuisance qui porte atteinte au commerce international. On a 10% du commerce international qui passe par le détroit de Bab el-Mandeb. Et justement, on peut déjà parler d'une externalisation du conflit, là, aujourd'hui, avec ce que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas, monsieur Liatioui? Oui, bien sûr. En fait, les Iraniens ne prendront jamais le risque d'aller à la confrontation directe et frontale avec Israël. Ils savent qu'ils ont beaucoup à perdre. Ils savent que les Américains, d'autant plus dans une année électorale, Joe Biden ne pourra pas, vis-à-vis de son opinion publique et vis-à-vis de, on va dire, l'establishment américain, laisser Israël seul face aux Iraniens. Il sera obligé d'intervenir. Donc les Iraniens ne prendront jamais ce risque. Mais en revanche, ils ont un ensemble d'alliés, des proxys, comme on les appelle. Le Hezbollah est le plus connu au Liban. Le régime syrien a longtemps été un fervent soutien. Aujourd'hui, il est affaibli, il a ses propres problèmes internes. On a des milices chiites en Irak et on a, du fait, de par la géographie et l'importance stratégique que je viens de mentionner, le Yémen et les Houthis. Et les Houthis sont puissants et contrôlent une partie du territoire yéménite. Ils se battent depuis des années contre les Saoudiens, donc et leurs alliés. Donc c'est des gens qui sont très puissants et qui l'ont prouvé ces dernières semaines en attaquant régulièrement des bateaux de différents pays qui cherchaient à se rendre. Et là, on rentre dans une autre phase puisque ça déstabilise le commerce international, ça porte atteinte aussi aux intérêts égyptiens puisque le canal de Suez ne peut plus être traversé et donc il y a un certain nombre de conséquences derrière économiques pour l'Égypte aussi. Donc là, on remet en cause tout un tas de choses. Mais les Iraniens n'iront jamais, on le sait, et ça c'est évident, à la confrontation directe. Les Israéliens cherchent à les provoquer pour les attirer dans le piège. Et donc on a une espèce de jeu comme ça qui se fait en permanence depuis des années maintenant entre les Iraniens et les Israéliens qui ont voilà une détestation réciproque. Mais on voit que le Hamas, lui, de son côté, a été, on va dire, quelque part, il a provoqué le 7 octobre, mais qu'il est poussé par l'Iran et qu'en même temps, il a son propre agenda qui est celui de
comme il le dit lui-même, la résistance palestinienne et qu'il le met donc en porte-à-faux à certains moments, puisque c'est lui qui prend les coups à la place de l'Iran. Donc c'est un marché, on va dire, de dupes où tout le monde est à peu près conscient des forces et des faiblesses de l'autre. Donc chaque, on va dire, camp essaie d'avancer ses pions, mais avec beaucoup de prudence depuis le 7 octobre. Tout à fait. Donc le Hamas, je le rappelle, qui a assuré qu'il ne sera jamais vaincu. Monsieur Tossa, doit-on s'attendre à une intensification des attaques à l'encontre d'autres dirigeants du Hamas aujourd'hui? Il y a une liste qui a été justement établie dans ce sens. Je pense sous votre contrôle. Oui, c'est tout à fait envisageable, c'est tout à fait prévisible. Cibler la direction du Hamas, que ce soit à l'intérieur de Gaza ou de Ramallah, ou même au Liban, ou même dans d'autres pays comme le Qatar, comme la Turquie et comme, pourquoi pas demain, l'Algérie, ça c'est une stratégie ouvertement affichée, assumée par Benjamin Netanyahou, et quand il en parle, il donne l'impression qu'il a le feu vert de la communauté internationale, qu'il a la bénédiction des Américains et des Européens et de certains pays arabes de débarrasser cette cause palestinienne de ces leaders du Hamas. Donc le feu vert est donné. Maintenant, toute la question est de savoir, c'est le timing qui est là. Tout à l'heure, vous aviez interpellé un de nos invités en disant l'Iran n'a pas finalement vengé Qasem Soleimani quand il a été tué par les Américains. Absolument, oui. Eh bien, vous avez sans doute, et nos invités ont sans doute lu comme moi, les déclarations extrêmement saisissantes d'un responsable iranien qui avait affirmé que ce qui s'est passé le 7 octobre, quand les Hamas avaient attaqué les colonies israéliennes de Gaza, c'était la réponse iranienne à la mort de Qasem Soleimani. C'est vrai qu'après ça fait débat en Iran, et puis il y a un certain nombre de clans à l'intérieur du pouvoir qui ont dit non, il faut pas dire ça, et ils ont démenti ou infirmé cette vision de manière molle, mais il s'est installé dans les esprits de beaucoup de monde que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça fait partie de la stratégie des proxies poursuivis et exécutés par l'Iran. Alors, pour répondre à aussi une question qui a été posée par nos invités, qui a été évoquée par nos invités, est-ce que l'Iran pourrait courir le risque d'attaquer directement Israël? Est-ce qu'on peut demain envisager que les Iraniens puissent bombarder des villes israéliennes? Non, je ne le crois pas. Ils ne pourront pas le faire. Pour la simple raison, ce n'est pas par manque d'envie, ça c'est sûr, parce que eux, c'est des gens c'est des suicidaires. Ce n'est pas par manque d'envie, mais parce qu'ils savent que la communauté internationale, sur ce point-là particulièrement, est à 100% avec Israël. Vous avez vu tout l'arsenal international qui est dans les eaux territoriaux d'Israël et des Palestiniens. Tous les bateaux de guerre, ils sont là pourquoi? Ils ne sont pas là pour combattre le Hamas. Ils ne sont pas là pour combattre la résistance palestinienne, entre guillemets. Ils sont là au cas où l'Iran oserait attaquer Israël directement. Donc, ce scénario-là ne se fera pas là, ne se fera jamais. Mais par contre, on n'est pas à l'abri d'un accident de l'histoire. Si demain, par exemple, une partie de l'armée israélienne décide de manière unilatérale d'attaquer l'Iran, non pas un leader du Hamas dans la banlieue de Beyrouth, mais par exemple une ville ou une caserne iranienne. Ça pourrait provoquer un autre scénario. Je rappelle simplement que les Israéliens attaquent déjà les Iraniens sur le territoire syrien. Mais jusqu'à présent, l'Iran ne réagit pas directement. Mais que ferait l'Iran si demain, les Israéliens oseraient l'attaquer sur son territoire, attaquer ses casernes, attaquer ses installations, attaquer ses infrastructures? Est-ce qu'il pourrait à ce moment-là rester les bras croisés? Allez-y, votre dernière idée avant de faire rebondir M. Ben Khattab sur vos propos. Et je rajouterai simplement un élément qui est très important, c'est que cette communauté internationale dont on parle, qui sont les Américains et les Européens, quand ils se déplacent dans cette région-là, que ce soit Blinken, que ce soit Biden ou Macron ou Scholz ou tous les responsables européens et américains qui se déplacent dans cette région, leur principal cauchemar, leur principal souci, c'est que la guerre n'éclate pas sur le plan régional et que ça reste uniquement une confrontation
Hamas. Donc ils font tout, ils font des pressions, il y a des canaux de communication, d'ailleurs directement avec l'Iran ou indirectement à travers les pays du Golfe qui ont maintenant des canaux de communication avec l'Iran. Ils veulent absolument contenir et éviter cette déflagration régionale. C'est dire à quel point l'Iran n'est pas du tout libre de ses mouvements et d'envisager les scénarios militaires qu'il veut. Une vision que vous partagez, M. Ben Khattab? Partiellement, oui, mais bon, disons tout simplement que Israël a déjà essayé de frapper les équipements nucléaires américains, plutôt iraniens, directement. Et Barack Obama, à l'époque, les a empêchés tout simplement de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette peur de l'embrasement de toute la région. Et Barack Obama, à l'époque, a préféré endiguer, encercler et asphyxier le régime iranien plutôt que de le frapper directement. C'est une stratégie américaine qui est déjà connue en relations internationales. Donc, ce qui est demandé par Israël maintenant, et depuis, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est de frapper directement l'Iran. Et ce qui les a empêchés, ce sont les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Donc, on voit très bien qu'à un moment donné, il y a une volonté de maintenir, je dirais, le Proche-Orient, ou plutôt le Proche-Orient dans une situation de conflit à moyenne intensité. C'est-à-dire, bon, on reconnaît qu'il y a déjà un conflit, que c'est un conflit qui dure dans le temps, mais on ne veut pas augmenter son intensité. Personne, à part Israël, n'a véritablement l'intérêt à augmenter l'intensité du conflit. Et c'est pourquoi on maintient toujours chacun dans ses petits rôles, et le conflit est toujours là. C'est pourquoi les choses ne bougent pas au Proche-Orient, d'accord? Et c'est pourquoi la solution ne vient pas. Le problème maintenant, les Iraniens n'ont aucun intérêt, parce qu'ils sont seuls, ils sont en quelque sorte encerclés, et même s'ils arrivent parfois à faire quelques alliances passagères avec la Russie et avec la Chine, ces alliances ne sont pas tenables à long terme. Finalement, l'Iran est seul, il est isolé sur le plan international. Pourquoi il est isolé? Il est isolé justement sur la question d'Israël, parce que aucun de ces deux alliés majeurs de l'Iran ne soutient l'idée d'éradiquer Israël totalement. Et personne aussi n'est pour Hamas. Comme le croiront certains, Hamas n'est pas, j'ai une vision très précise de ce que c'est qu'un État. Hamas n'est pas l'État palestinien. Lorsque nous parlons de l'État palestinien, il faut reconnaître qu'on ne peut pas reconnaître à la fois l'autorité palestinienne et l'autorité de Hamas. Ça ne peut pas tenir, n'est-ce pas, d'un point de vue politique et d'un point de vue réel. Lorsqu'on veut parler de l'État palestinien, de la solution de deux États, on ne peut que parler de l'autorité palestinienne et de l'OLP. Hamas, quelle est sa place dans cette équation? Et finalement, on voit très bien que Hamas, c'est un facteur, je dirais, de complexification de la situation plutôt que de simplification d'un conflit qui a tout simplement trop duré. Un conflit qui a donc trop duré. Monsieur Mohamed Badin Liatioui, certains ministres israéliens ont préconisé un retour de colons juifs dans la bande de Gaza après la guerre, une demande qui a été rejetée par les États-Unis. Rappelons que l'objectif de cette proposition était de pousser donc les Palestiniens à émigrer. Oui, mais ça fait partie du projet qui est défendu par la majorité actuelle du gouvernement israélien, et notamment par une grande partie du Likoud et les partis qui composent la majorité, des partis nationalistes et religieux. Il y a toujours cette volonté de vouloir recréer le Grand Israël. Beaucoup n'ont jamais pardonné à Sharon le fait d'avoir démantelé les colonies à Gaza et d'avoir redonné Gaza finalement aux Palestiniens. Et donc là, on est face à cette pression de vouloir pousser les habitants de Gaza de plus en plus vers le sud pour finalement forcer les Égyptiens à les accepter et à les prendre au Sinaï, ce qui est l'objectif en fait clairement, enfin de plus en plus clairement avoué par ces personnes. On sait très bien que ça déstabiliserait considérablement la région. On sait que les Égyptiens et leurs présidents sont radicalement opposés à cette idée pour des raisons à la fois internes et des raisons, on va dire, de soutien à la cause palestinienne. Les Jordaniens aussi sont opposés. Ça rappelle un certain nombre de mauvais souvenirs aux Palestiniens et aux pays arabes de la région, la fameuse Nakba de 1948.
où des gens en fait sont partis et n'ont jamais pu revenir, comme vous le savez tous. Donc, on est face à une situation très difficile et les Américains, et notamment Anthony Blinken, se rendent compte de la sensibilité de cette décision, en tout cas de cette volonté, puisqu'à chaque fois qu'Anthony Blinken est reçu dans une capitale moyen-orientale, les pays arabes le lui rappellent à chaque fois que c'est une forme de ligne rouge, quelque part. Reste à savoir jusqu'à quand est-ce que ça pourra tenir, puisque déjà, il faut se souvenir qu'historiquement, 70% des habitants de Gaza ne sont pas des Gazaouis, ils viennent d'autres parties de ce qui est aujourd'hui l'État israélien ou d'autres parties de la Palestine historique, si vous voulez. Et donc là, on est face à une situation en fait complètement ubuesque pour les Palestiniens, puisqu'on leur demande une nouvelle fois de partir. Et d'un autre côté, on a la Cisjordanie qui ressemble de plus en plus à un gruyère, avec déjà des colonies qui se sont considérablement développées sur les 10 dernières années. Donc là, on va vraiment face à une impasse pour ce qui est souhaité par la communauté internationale et qui est promu par tout un ensemble d'États, qui est la solution à deux États viables. Là, on s'en éloigne vraiment malheureusement. Une impasse donc politique. Rappelons qu'on est à plus de 22 000 morts. Monsieur Tossa, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un nettoyage ethnique, d'un génocide? Quel nom doit-on attribuer à ce qui se passe aujourd'hui? Alors, tout d'abord, permettez-moi de commenter d'abord l'idée, l'axe qui vient d'être discuté, à savoir les déclarations et le positionnement de ces deux ministres de l'ultra-droite, de la droite religieuse, Ben Gvir et Smotrich, qui évoquent le scénario d'un transfert forcé des Gazaouis en dehors du territoire pour permettre aux colons de revenir tranquillement dans leur maison. Il faut dire, et ça attire tout de suite l'attention, c'est que ce genre de déclaration a provoqué des réactions extrêmement dures, même si sur le plan diplomatique on les trouve un peu enrobés par la langue de bois diplomatique, mais le fond est dur, à la fois du département d'État américain, un des porte-parole qui a parlé à la presse hier ou ce matin, a eu des déclarations des critiques très dures à l'égard de ce schéma et de ce scénario, en disant que les États-Unis sont tout à fait contre cette idée de transfert et qu'ils veulent absolument que les Palestiniens restent chez eux pour travailler sur la solution des deux États. Et il y a eu aussi la déclaration de la diplomatie française qui, pour une fois, aussi a souligné la dangerosité de ces deux propositions, de ces deux ministres d'extrême droite, d'ultra-droite, de la droite religieuse, dont le rêve, dont le fantasme est de vider Gaza des Gazaouis et de vider la Cisjordanie des Palestiniens et d'occuper le territoire à 100%. Et donc ça, c'est le scénario cauchemar pour la communauté internationale. Et je crois que si les Israéliens, si le leadership israélien continue à mettre en avant ce genre de scénario et ce genre de vision, il y a une forte chance, il y a un fort risque que la communauté internationale puisse petit à petit dénier un petit peu ce soutien aveugle qu'il lui accorde en ce moment. Et c'est d'ailleurs ça qui est à l'origine un petit peu de la tension, non encore visible, mais palpable dans le dialogue israélo-américain. C'est ce qui explique aussi que les Européens sont acculés à ne rien comprendre à cette stratégie israélienne. Donc il y a là quelque chose qui est en train de se développer qui pourrait provoquer un réveil ou une posture tout à fait différente de l'Amérique et de l'Europe par rapport à Israël. Absolument, d'où ma question de qualifier justement les actions d'Israël. Monsieur Ben Khattab, est-ce qu'on parle de nettoyage ethnique? Est-ce qu'on parle de génocide? De quoi parle-t-on exactement? Jusqu'à présent, on n'est pas encore là. Donc sur le plan, je dirais, sémantique, sur le plan juridique, on ne peut pas parler de génocide ni aussi de crimes contre l'humanité. Je crois que même si l'on veut parler de cela, il faut que nous soyons qualifiés pour le faire. Ce sont les organismes internationaux qui sont qualifiés pour dire est-ce que nous sommes devant un génocide ou un déplacement ou un nettoyage ethnique. Je crois que d'un point de vue
réaliste. Nous sommes devant tout simplement une guerre disproportionnée. Mais il y a des accusations qui ont été faites des accusations qui sont aussi sérieuses, auprès de la CPI. Qui sont sérieuses. Et qui ont été d'ailleurs rejetées par le gouvernement israélien. Il y a de fortes chances que nous sommes véritablement devant un nettoyage ethnique ou un déplacement forcé de la population. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore les preuves, et les preuves doivent être fournies par la communauté internationale et surtout par les organismes qui sont qualifiés pour le faire. Mais je crois qu'il y a des risques palpables, réels. Nous voyons que l'intensité de la guerre, l'intensité aussi de la force de feu déployée par Israël, je la qualifie de totalement disproportionnée par rapport au risque de Hamas et au risque terroriste Rappelons qu'en 3 mois, il y a eu plus de morts qu'en 2 ans de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est pourquoi je crois qu'à partir du moment où l'on a déployé la force de cette manière, de manière explosive, de manière instantanée et de manière totalement incontrôlée, je dis bien totalement incontrôlée, là, il y a de fortes chances à ce qu'il y ait des abus, à ce qu'il y ait aussi des atteintes, je dirais, aux droits de l'homme et surtout aux droits de l'homme humanitaire en situation de guerre. Actuellement, nous savons très bien qu'effectivement, dans une guerre asymétrique, les cibles militaires et les cibles et la population civile s'entremêlent. C'est tout à fait normal. Vous avez un antagoniste ou un adversaire qui n'est pas symétrique que vous, qui n'est pas égal à vous, et se cache derrière la population, ça on le sait. Maintenant, il va falloir proportionner les frappes. Et vous l'avez dit, c'est disproportionné. Voilà, c'est totalement disproportionné. Vous ne pouvez pas, sous prétexte qu'il y a entre guillemets, un terroriste dans un bâtiment, faire frapper tout le bâtiment avec ceux et celles, les enfants, les vieux qui sont dedans. Et c'est ce que fait actuellement Israël. Et c'est condamnable, totalement condamnable sur le plan éthique, mais aussi sur le plan moral international et sur le plan juridique international. Il va falloir qu'on puisse qualifier juridiquement, mais de manière très exacte, c'est ce dépassement de tout entendement. Je dirais bien, il y a un dépassement de l'entendement humain. Nous sommes devant une guerre que je qualifie de non-sens. Quel est l'avantage d'Israël maintenant? Quel est l'objectif? Parce que derrière une guerre, il y a toujours un objectif. Quel est l'objectif? Éradiquer Hamas, c'est impossible. C'est réel. Recoloniser c'est pas possible, mais Gaza, militairement, c'est irréel. C'est un propos irréaliste et non tenable, ni humainement, ni techniquement parlant. Et alors, que veut Israël? Éradiquer, décapiter Hamas, on est déjà dans cette posture-là. Déjà, Hamas a perdu beaucoup de ses moyens, beaucoup de ses ressources, beaucoup de sa logistique. Donc, il va falloir à un moment donné arrêter la guerre. La guerre n'est pas une situation qui peut durer dans le temps. Il n'y a aucune guerre qui dure indéfiniment dans le temps. À un moment donné, il va falloir arrêter la guerre et parler d'autre chose. On va parler des scénarios de sortie de crise, mais avant cela, M. Mohamed Bedin Yadioui, en parlant de soldats israéliens, justement, il y a eu 170 morts, dont 17% de tirs amis. Donc, qui ont été des tirs qui ont été effectués par l'armée israélienne elle-même. Quel est le sentiment aujourd'hui des Israéliens face à cela? Et rappelons que dernièrement, il y avait aussi ces 3 otages israéliens qui ont été également tués par l'armée israélienne. En fait, il y a une situation politique qui est assez complexe en Israël, puisqu'il faut se rappeler de la situation politique juste avant le 7 octobre. Ça faisait quasiment 1 an que Benjamin Netanyahu et son gouvernement étaient critiqués de façon quasi quotidienne, avec des manifestations contre un projet visant à réduire l'état de droit et à transformer un certain nombre de règles de fonctionnement de la société et de la vie politique israélienne. Donc, ce qui s'est passé le 7 octobre a montré aussi les failles en matière sécuritaire, ce qui pour les citoyens israéliens, quelle que soit leur tendance politique, est une priorité, la sécurité l'État d'Israël. Donc, il y a un ensemble de choses qui font que Benjamin Netanyahou est fortement critiqué. Quand on voit en plus des otages maintenant qui sont finalement ciblés par erreur, ça pose un autre problème de crédibilité. Donc, on le disait tout à l'heure avec mes collègues, l'objectif de Benjamin Netanyahou, c'est de repousser le plus longtemps possible finalement cette guerre pour tout un tas de raisons, mais aussi pour son propre destin politique, pour pouvoir survivre. Parce que si on avait des élections
Aujourd'hui, j'ai vu un sondage il y a peut-être 2 jours qui disait que si les élections avaient lieu actuellement, le Likoud aurait 16 sièges sur 120 uniquement. Donc, ça serait un résultat catastrophique pour un parti historique dans la vie politique israélienne, hein, puisque c'est le grand parti de droite. Donc, on a une société qui est divisée, puisqu'il y a cette volonté d'éradiquer le Hamas et une volonté finalement de suivre un peu ce que dit la tendance actuelle, mais en même temps en ne faisant pas confiance aux dirigeants actuels pour tout un tas de raisons qui remontent des fois à la situation pré-7 octobre et aussi pour la mauvaise gestion sécuritaire qui a été faite par des gens comme Ben Gvir et par d'autres personnalités comme ça d'extrême droite qui ont aussi démontré leur incapacité à travailler main dans la main avec l'élite sécuritaire du pays, que ce soit en matière de renseignement ou les militaires, tout simplement. On voit qu'il y a un problème à la fois politique, un problème de communication et un problème aussi de savoir-faire et de gestion de l'État chez ces gens-là qui crée un véritable problème à Israël pour sa sécurité et qui, quelque part aussi, hystérise encore plus la situation et le débat au sein de la société israélienne pour l'avenir. Ça, c'est une vraie question. Un problème donc de confiance, une société divisée. Monsieur Tossa, parlons maintenant de ces 73 personnes qui ont été tuées et 170 autres blessées dans une double explosion survenue aujourd'hui en Iran. Est-ce que cet événement a un lien avec les derniers événements qui viennent de se dérouler durant ces 2 derniers jours? Oui, certainement, il y a un lien de manière indéniable. Parce que ce sont deux valises apparemment qui ont été explosées à distance à l'occasion d'une cérémonie d'hommage à Qasem Soleimani. Alors, qui a intérêt à frapper de cette manière, sauf à penser qu'il y a une opposition iranienne très armée et très active qui veut s'attaquer au symbole des autorités iraniennes et pourrir cette célébration. Si cette opposition iranienne n'est pas aussi importante, beaucoup de gens accusent le Mossad, accusent les services de renseignement israéliens qui travaillent à l'intérieur de l'Iran pour pouvoir la déstabiliser. Parce que, à défaut de l'attaquer ouvertement parce qu'ils n'ont pas le feu vert international, la stratégie israélienne a été de l'attaquer de l'intérieur, soit par des cyberattaques, soit par l'inspiration de ce genre d'opération. Donc pour les Iraniens, c'est une certitude. Moi, j'ai passé une partie de la journée à suivre un petit peu ce qui se dit sur ce double attentat terroriste, et il y a une espèce d'unanimité à penser que le timing, l'agenda, le mode opératoire, le message politique, le contexte extrêmement effervescent et sensible, c'est un lien, c'est un rapport avec ce bras de fer stratégique et important que se livrent l'Iran et Israël. Donc que demain on vienne me donner la preuve que c'est Israël qui est derrière ce double attentat, je ne serais pas étonné. Mais je reste quand même prudent parce que ce régime iranien est très contesté de l'intérieur. Mais cette forme de contestation, parce qu'il la gère avec un gant de fer, n'existe pas sur le plan politique ou sur le plan militaire. Donc il y a ce genre d'expression terroriste qui est là pour nous rappeler que quelque chose va mal à l'intérieur de la société iranienne. Très bien. Maintenant, passons à un autre conflit, Monsieur Ben Khattab, et parlons de cette autre guerre qui a trop duré. Vous qui disiez tout à l'heure qu'une guerre ne doit pas durer, mais la guerre russo-ukrainienne, ça fait maintenant 2 ans. Oui. Où en est-on aujourd'hui? La situation est toujours ce qu'elle est. Donc la guerre, on voit très bien que ce qui était au départ incertain est devenu certain. Au départ, le prolongement de la guerre plusieurs mois, plusieurs années était improbable. Maintenant, c'est la réalité. Et on voit très bien que le président Poutine a les moyens de sa guerre, mais aussi les moyens de sa politique étrangère, c'est-à-dire les moyens de se tenir contre l'Occident tout entier et d'imposer ses décisions. Au départ, moi qui étais sceptique parce que je ne croyais pas qu'il allait faire durer la guerre plus qu'1 mois maximum,
et maintenant nous sommes dans la deuxième année avec beaucoup de victimes. Je vois très bien que sur ce plan-là, Poutine a réussi. Il a réussi à maintenir justement la guerre. Et autant cette guerre se prolonge dans le temps, autant c'est une défaite pour l'Occident et aussi pour l'Ukraine. On voit très bien les débâcles actuels du président ukrainien, comment il arrive mal à gérer, je dirais, les derniers tournants de la guerre. Ce qui est certain, c'est que la Russie a réussi en quelque sorte, tant bien que mal, son comeback sur le plan international avec cette guerre que je qualifie tout de même de fracasseuse. Pourquoi une telle guerre n'a pas véritablement de sens. Pourquoi? Parce qu'au départ, le président Poutine aurait pu faire une guerre éclair, destituer le président en exercice actuellement et faire élire ou tout simplement imposer un nouveau président et on passe un traité avec lui et la chose est réglée. Mais ça n'a pas marché ainsi. Et puisque ça n'a pas marché ainsi, Poutine a joué le jeu pour le tout. Finalement, il a joué sa crédibilité, sa légitimité. Mais il y a eu une résistance ukrainienne. C'est pas le choix de Vladimir Poutine de détendre la guerre sur 2 ans. Une résistance qui a très bien marché au départ avec le soutien occidental, mais on voit très bien que cette résistance commence maintenant à s'affaiblir et on voit très bien que le moral n'est plus là, ni chez le président lui-même qui arrive mal à mobiliser ses troupes, ni au sein de l'opinion publique, ni même au sein de l'armée. Donc on voit très bien que l'Ukraine est en train de perdre cette guerre petit à petit grâce à l'obstination de Poutine de faire prolonger cette guerre et de tenir justement debout le maximum possible. Et on voit très bien qu'il a les moyens de financer cette guerre. Il a les moyens aussi, il a les ressources, je dirais, symboliques pour mener cette guerre. Et finalement, nous voyons très bien que le régime de Poutine tient debout. La Russie est toujours là. Elle n'a pas été affaiblie comme nous l'avons cru au départ avec les sanctions de la première année. Finalement, je crois que l'économie russe se porte très bien d'ailleurs. Se porte très bien. On voit très bien finalement que la Russie a gagné la guerre, tout simplement. Donc une Ukraine qui, selon vous, a déjà perdu la guerre. Les frappes russes s'intensifient. Et aujourd'hui, on est face à une Russie, comme vous le dites, qui semble confiante. Monsieur Badine Liatioui, comment risque d'évoluer ce conflit en 2024 ? Le grand risque pour les Ukrainiens, le plus grand risque, ça va être l'élection américaine. Si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, ça sera très difficile pour Zelensky et pour les Européens de finalement défendre la cause ukrainienne, puisqu'on sait que Donald Trump, comme l'ensemble des républicains actuellement au Congrès, font tout pour arrêter le soutien financier et militaire aux Ukrainiens. Il y a une volonté de stopper tout ça et Poutine sera très content de négocier la fin du conflit avec Donald Trump. Puisque là, on est quasiment sûr qu'il pourra garder le Donbass, la Crimée qu'il a déjà depuis 2014, et le Donbass et les territoires qui ont été, on va dire, conquis depuis 2 ans maintenant. Donc ça voudrait dire que l'Ukraine sera amputée d'environ 20% de son territoire. Le problème qui va se poser, ça va être si Joe Biden est réélu. Là, on risque d'avoir, ça c'est l'un des scénarios possibles, une guerre qui va continuer avec des batailles au sein du Congrès entre démocrates et républicains pour savoir si on continue de les aider. On a vu hier Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, qui a dit qu'il continuerait, que les Britanniques continueraient d'aider l'Ukraine. On a une situation en Europe qui est assez difficile d'un point de vue économique, avec toutes les conséquences, notamment par rapport à l'énergie. Ça pose de véritables questions sur comment est-ce que ce conflit va engendrer tout un tas de conséquences pour le monde occidental. Et on a vu que finalement Poutine a réussi à adapter l'économie russe en économie de guerre. L'industrie de défense fonctionne assez bien. Les exportations de pétrole et de gaz continuent de fonctionner. Il a trouvé d'autres mécanismes, notamment l'Inde, le Pakistan, Singapour, la Chine, qui achètent de très grandes quantités. D'ailleurs, les Indiens revendent une partie aux Allemands, donc c'est assez cocasse. Et on a un ensemble d'éléments qui font que la Russie tient bien et que maintenant, elle se permet même d'attaquer Kiev, Kharkiv, etc., puisque la contre-offensive n'a pas fonctionné. Et en fait, on est face au problème, on va dire, de départ. Ni les Américains ni les Occidentaux ne voulaient attaquer directement la Russie
pour ne pas engendrer de conflit avec une puissance nucléaire. Donc, ils sont contentés de financer et d'armer les Ukrainiens. Mais il y a toujours cette différence, on va dire, à la fois démographique, à la fois peut-être même, on va dire, d'intensité. Et les Russes ont très bien tenu. On pensait que la contre-offensive allait leur être fatale. Ils ont réussi à tenir. Et là, c'est reparti. Donc 2024 s'annonce, on va dire, comme le prolongement de 2023, c'est-à-dire on va continuer à rester sur un conflit où les gens avancent d'1 mètre, reculent de 2 mètres, etc. Et avec pas grand-chose jusqu'aux élections américaines. Un prolongement donc de la guerre jusqu'en novembre 2024. Monsieur Tossa, les Ukrainiens n'arrivent pas à reconquérir leur territoire et l'avenir de l'aide humanitaire est en suspens comme cela vient d'être dit. D'abord en fonction des élections américaines et puis l'Occident qui aujourd'hui s'essouffle et qui ne fournit pas autant d'aide financière qu'il le faisait en début de guerre. Donc est-ce qu'une nouvelle percée ukrainienne est encore possible selon vous ? En fait, on avait parlé dans la première partie de cette émission de la guerre Israël contre Gaza et contre Hamas. Et il y a un lien majeur, important, avec ce qui se passe, avec la manière avec laquelle nous percevons actuellement la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Depuis le déclenchement de cette guerre Israël-Hamas, la guerre Ukraine-Russie a perdu un petit peu de sa centralité, de son intérêt, et toute l'attention internationale, européenne, américaine s'est détournée un petit peu de l'Ukraine vers Israël. Et aussi, l'aide militaire et l'aide financière s'est détournée de l'Ukraine vers Israël. Et la meilleure preuve, récemment, le Congrès américain a réussi à adopter et à valider une loi autorisant les Américains, le gouvernement américain à aider Israël, et il a bloqué une autre loi, un autre décret qui allait faire la même chose pour la guerre Ukraine-Russie. C'est dire à quel point les deux guerres sont structurellement liées. Maintenant, avec cette guerre Ukraine-Russie, on est en face d'une double douche froide. La première, c'est celle des Russes. Au début, quand ils ont commencé cette guerre, ils croyaient que c'était une promenade de santé, que ça allait durer quelques jours, voire quelques semaines, et puis que l'Ukraine allait s'effondrer comme un château de cartes et qu'ils allaient dominer cette région sans aucun problème, comme ils l'ont fait en 2014 pour la Crimée. Ça, c'est la douche froide qu'a rencontré Vladimir Poutine parce qu'il y avait une résistance ukrainienne armée par les Occidentaux et les Américains. La deuxième douche froide que nous vivons actuellement, c'est celle des Américains et des Européens. Malgré l'aide financière, militaire, malgré le système de sanctions économiques extrêmement dur, international, que la communauté internationale a réussi à appliquer sur la Russie, eh bien la Russie ne s'est pas effondrée, la Russie a tenu et son armée tient jusqu'à maintenant. On pourra dire, d'ailleurs notre invité des Émirats arabes unis a fait allusion, Vladimir Poutine a su intelligemment gérer ce qu'on appelle le Sud global. Il ne s'est pas laissé isoler par les Américains et les Européens. Il a réussi à avoir avec lui des pays de la Chine, l'Inde, des pays africains, des pays du monde arabe, des pays de l'Amérique latine. Et il a réussi le miracle de ne pas succomber à l'étouffement des sanctions économiques américaines et européennes. Un autre pays qui aurait subi le même système de sanctions économiques aurait craqué depuis longtemps. Pas la Russie, parce qu'ils ont réussi justement à gérer et à diversifier leurs relations avec ce qu'on appelle le Sud global. Alors, résultat, Vladimir Poutine est toujours là, militairement et économiquement, il est toujours là. Et le côté ukrainien est en train de s'effondrer. Il s'effondre à plusieurs niveaux. D'abord, la communauté internationale, les Européens, les Américains ne sont plus en capacité de lui fournir la même quantité d'aide militaire, que ce soit financière ou armement. Ils ne sont plus en capacité. Même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas. Les Américains arment Israël, ils ne peuvent pas tenir 2 lignes de production ou de distribution d'armement Israël-Ukraine. Ça, c'est pour eux, pour le moment, c'est impossible. Mais le facteur le plus important qui est en train de jouer sur le plan psychologique, c'est que la crédibilité de Zelensky est en train de se dégrader. C'est un homme qui gère son gouvernement avec
beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de scandales de corruption, il y a énormément de choses négatives autour de la gouvernance de Zelensky. Merci à vous. Et ça commence à peser et à influencer les opinions européennes. Merci à vous, Monsieur Tossa. Donc, une Russie qui est aujourd'hui confiante malgré donc ce front Occident-États-Unis et toutes les aides qui ont été fournies et les sanctions économiques. On arrive déjà au terme de cette émission. C'est passé tellement vite. Le sujet demandait beaucoup plus de temps. Merci à vous, Monsieur Mohamed Bedine Yatioui. Vous êtes professeur d'études stratégiques au collège de défense de Abu Dhabi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous également, Monsieur Moustapha Tossa. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et analyste politique. C'était un plaisir également de vous avoir. Merci. Et enfin, merci à vous, Monsieur Abdelhamid Ben Khattab. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat et président de l'Association marocaine de sciences politiques. Merci à vous aussi. C'était un plaisir. Question d'actu, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.